Vous allez écouter dans un instant une rencontre enregistrée mardi 5 novembre 2019 à la librairie Ombre Blanche avec le poète, romancier et historien Bernard Chambaz. Il y présentait son nouvel ouvrage, Un autre Éden, paru aux éditions du Seuil. Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, très heureux de vous retrouver ce soir et très heureux de retrouver Bernard Chambaz qui va évoquer ce soir donc Un autre Éden, son tout dernier roman paru aux éditions du Seuil. Bernard Chambaz, vous êtes à la fois romancier, poète, mais aussi historien, on peut dire tout ça. Vous avez commencé, je crois, par écrire de la poésie, peut-être on en parlera, il me semble, c'est vraiment ça qui a déclenché un petit peu votre création littéraire et après vous êtes venu au roman. Vous avez notamment reçu le prix Goncourt du premier roman, donc en 1993, pour L'Arbre de vie, et c'était chez François Bourin, Julliard. Le prix Apollinaire également en 2005 pour Été, chez Flammarion. Le prix Jouvenel de l'Académie française et le Grand Prix de littérature sportive en 2014 pour Dernière nouvelle du Martin Pêcheur chez Flammarion. Vous êtes un passionné de vélo, c'est un grand. C'est pour ça qu'on peut parler de sport également. Mais et là, vous évoquez aujourd'hui donc Un autre Éden. Alors, on va partir. Là, moi, je dis à la découverte parce que Jack London, dont on pourrait penser que c'est un écrivain finalement assez connu, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas si bien que ça, et peut-être que c'est un écrivain assez méconnu. Vous faites en fait le parallèle avec Martin, votre fils Martin, qui est disparu donc il y a maintenant 24 ans, qui aurait eu aujourd'hui 40 ans. Vous aviez écrit Martin cet été, à l'époque un magnifique texte juste après son décès. Et vous vous êtes rendu compte, en fait, coïncidence, que donc Jack London était né, je vais pas dire le 12 janvier 1876 et que votre fils Martin était né le 15 janvier 1876. 1976, excusez-moi, 100 ans d'écart. Oui, je sais que je ferai le lapsus, oui, désolé. Pas si vieux que ça. Non. Et donc, il aurait eu donc 40 ans aujourd'hui. Donc, c'était peut-être le pari, c'était difficile d'écrire un livre, justement, il faut, au niveau de la structure. Et vous faites aussi un portrait de Jack London très inattendu, parce que vous le prenez du côté de sa part de féminité, on peut dire, et vous dites, d'entrée de jeu, vous écrivez « Jack London est une femme ». Voilà, je m'arrête là, je vous laisse la parole, Bernard Chambaz. Il fallait bien un début. Oui. Non, mais oui, alors ce début, mais j'étais comme vous. Jack London, je l'avais lu quand j'avais 20 ans, ou enfin entre 10 ans et 20 ans peut-être, et puis je ne l'avais pas lu depuis, donc ça faisait quasiment un demi-siècle. Et ce livre naît, vous l'avez dit, de cet hasard, de cette coïncidence des dates de naissance. C'est-à-dire que voilà, pour moi, la nécessité du livre, le principe du livre viennent de là. Parce que il est évident que cette coïncidence ne m'avait pas particulièrement frappé tant que notre fils était vivant, quand je m'en suis rendu compte après, là, elle m'a frappé. Je m'étais dit qu'un jour, voilà, ce serait bien de les mettre ensemble dans un livre, et c'est finalement ce que j'ai tenté de faire avec ce livre. Il est aussi, donc, il s'est fait dans le cadre c'est une traversée du Canada, comme j'avais traversé, d'ailleurs je suis venu ici il y a 5 ans, pour un livre précédent qui était La traversée des États-Unis, sur le même principe. Et du coup, l'aventure avait été, je dirais, si forte. Et le livre que j'avais écrit m'avait, si je puis me permettre, tellement touché que j'avais éprouvé la nécessité de faire en quelque sorte un jour le voyage retour. C'est-à-dire cette fois-ci de la côte ouest à la côte est. Et cette idée de mettre ensemble notre fils Martin et Jack London. Donc en plus, dans Martin, on sait tous plus ou moins que le roman phare de London, c'est Martin Eden. Donc ça faisait une coïncidence supplémentaire. Martin ne s'est pas appelé Martin du fait de Martin Eden, mais bon, voilà, il s'appelait Martin. Et il m'a fallu trouver, une idée. Donc comment faire ? J'ai cette idée de revenir. Et en fait, l'idée, ça a été de
de suivre, de refaire, donc dans l'autre sens, le voyage que Jack London avait fait quand il avait l'âge de Martin pour rentrer de son vagabondage dans l'Est. Il était remonté, d'ailleurs après de passer en prison, il était remonté dans un mois de prison, il était remonté à Montréal, au Canada, il a passé la frontière, il était revenu de Montréal jusqu'à Vancouver en train. Et donc, comme vous savez, sans payer le train, etc. C'était ce qu'il appelait, l'expression étant de brûler le dur. Et donc, nous, on a fait, parce que ma femme est en voiture et moi à vélo, et on a fait ouais, c'est mieux comme ça que l'inverse. Et on a fait le chemin inverse de Jack London. Et pour répondre, parce que la question était là, sur pourquoi cette première phrase, Jack London est une femme, parce que quand j'ai commencé à penser ce voyage et ce livre, l'un et l'autre étant liés, j'ai commencé par la lecture d'un livre qui venait de sortir, parce que tout ça correspond aussi un peu au moment du centenaire de sa mort, c'est-à-dire en 2016, et donc dès 2015, un certain nombre de livres sont sortis, et un m'est tombé entre les mains qui m'a beaucoup touché, qui était Les lettres à ses filles, que je vous recommande. Et en lisant ces lettres, j'ai découvert, là je n'ai pas encore recommencé ma lecture de Jack London, j'ai découvert un type que je ne m'attendais pas à rencontrer, c'est-à-dire un père, et un père extrêmement attentionné à l'égard de ses deux petites filles, qui étaient alors un peu... plus une histoire déjà compliquée, parce qu'il était, c'était le divorce, donc il était à la fois avec elle et sans elle. Et j'ai pensé, même pour vous dire, c'est assez simple et voire simpliste, c'est-à-dire j'ai pensé c'est Père Poule, j'ai pensé Mère Poule, et donc j'ai fait une espèce d'équation que voilà, il était comme une femme, et comme un Père Poule, enfin on prête à un Père Poule des sentiments, des pensées, on a pu, en tout cas, il y a 30 ans ou 50 ans, féminine. Bon, voilà, j'ai eu cette idée-là. Et puis après, c'est très simple. C'est comme quand j'allais à l'école, quand j'étais petit, où il y avait... Depuis, j'en fais plus les maths. Si vous voulez, c'est comme une équation qui se réduit. Et donc, Jack London est comme une femme. Le comme est tombé. Et c'est resté Jack London est une femme. Et à partir de là, j'avais aussi le double plan du livre, c'est-à-dire d'une part c'était la traversée, et d'autre part le livre est construit dans chaque chapitre d'une traversée qui se finalement divise entre 16-17 chapitres, qui est d'ailleurs le nombre d'années qu'aura vécu notre Martin à nous, eh bien une femme, enfin, si vous voulez, la deuxième moitié du chapitre est chaque fois ordonnée autour d'une femme de la vie de Jack London. Donc c'est sa mère, sa nourrice, la bibliothécaire, ses femmes, enfin ses fiancées, sa femme, sa deuxième femme, ses filles. Voilà, je dois oublier personne. Et puis son arrière-petite-fille. Demi-sœur aussi, il y a une demi-sœur aussi. Ah ouais, j'oubliais. Enfin, merci, elle est importante. Jean-Antoine. Oui. Il a aussi une demi-sœur qui est très importante pour lui, qui était une fille très très bien, c'est formidable. Et aussi, on ne se rend pas compte, moi, je dis pas ça, enfin je le pense évidemment, mais ce livre est aussi ça va de soi, un hommage aux femmes, mais un hommage à l'histoire, et je dirais un hommage notamment à ces femmes américaines, parce que les femmes en Angleterre et aux États-Unis ont été, je pense, un peu en avance par rapport à d'autres pays pour affirmer leur identité, pour avoir une vie qui n'était pas forcément à l'ombre de leur père ou de leur époux ou de leur frère. Et donc cette demi-sœur de Jack London, parce qu'ils ont
En fait, c'était la fille de celui qui deviendra son père adoptif. Elle a été une grande dame par la suite, indépendamment de son propre frère. Et par exemple, c'est la fin du petit chapitre qui lui est consacré. Ça peut paraître dérisoire, mais enfin, ça m'avait frappé, je trouve ça impressionnant. C'est lors de ses obsèques, quand elle a été enterrée, à un âge... elle n'était pas très âgée, enfin, elle avait peut-être, enfin, je ne sais plus combien exactement, mais enfin, elle devait avoir au moins 75 ans. Bon, pour l'époque, c'était pas si mal. Et c'est, je crois, 73 ans, vous l'écrivez. 73. Moi, j'essayais de la vieillir parce que... Bon, donc, elle est carrément jeune, à 73 ans. Et donc, toujours est-il, elle est enterrée. Et ceux qui portent son cercueil, parmi ceux qui portent son cercueil, il y a une femme. Et c'est la première fois, visiblement, dans l'histoire, je ne suis pas un spécialiste de l'histoire du portage de cercueil, mais dans cet aspect-là des enterrements, c'est visiblement la première fois qu'une femme porte un cercueil. Elle construit une bibliothèque, elle est très active aussi dans tout ce qui est... elle avait aussi... Entre autres, mais bon... Enfin, elle a peut-être moins de mérite, mais... Et la proximité, pour vous donner aussi une idée, ça c'est un truc qui m'avait vraiment frappé avec sa demi-sœur, c'est qu'ils ont été, et c'est sans doute, je ne sais pas ce que vous connaissez de l'histoire de Jack London, mais ses rapports avec sa mère étaient compliqués, enfin... Pas le seul à avoir eu des rapports compliqués avec sa mère, c'est pas mon cas, mais c'est pas le seul. Mais j'ai trouvé chez lui aussi des griefs que tous nous pouvons avoir, parce que c'est facile, sur l'idée de paroles malheureuses. En fait, quand ils étaient petits, donc il avait 6 ans d'écart avec sa sœur, avec sa demi-sœur. Lui, il devait avoir 2 ans, elle, donc 8, parce qu'ils avaient 6 ans d'écart. Donc s'il y avait 2 ans, c'était en 78. Ils ont une épidémie de typhoïde, donc ils étaient à 2 doigts de... Enfin, ils n'étaient pas bien du tout, quoi. Ils étaient pas bien du tout. Donc elle a fait venir le médecin. Le médecin, elle dit, ils sont pas bien du tout. Et la question qu'elle a posée et que la fille a entendue, c'est est-ce que je peux les enterrer dans le même cercueil ? Et voilà. Et je pense que la demi-sœur Elisa a dit, lui, Jack, alors elle, ça l'a réveillée du coup. La gamine, elle s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça l'a réveillée, finalement, ça les a sauvés tous les deux. Et elle a dû dire ça à son frère un jour, et lui, ça lui est resté, quoi. Et en même temps, comme dirait l'autre, je dirais que c'est un réflexe, c'est une parole malheureuse qui est aussi un réflexe à la limite qu'on peut comprendre, jusque dans la détresse. Ouais, voilà. Enfin, il y a plein de... À vélo aussi, il y a plein de petites histoires. Est-ce que justement, parce que le vélo, c'est pas du tout anecdotique, il faut en parler, parce que est-ce que le vélo ne permet pas justement un certain rythme aussi de découverte, parce que c'est aussi une traversée, bien sûr, de la nature, une traversée des paysages, qui sont pas là comme un décor uniquement, ils existent à part entière. Est-ce que ça permet pas justement une prise de conscience, de rapport au temps, de contemplation, mais c'est pas du tout péjoratif, au bon sens du terme. Et voilà, c'est une question qui me vient. Je vois pas pourquoi la contemplation serait péjorative. Les contemplations, c'est juste. Non, après, j'ai l'expression de circonstance. J'ai mis la pédale douce sur le vélo parce que dans le livre, et quand j'en parle, mais dans le livre parce que j'avais dans le précédent, les dernières nouvelles de Martin Pêcheur, j'avais donné une certaine place au vélo. Sans vanité particulière, mais j'étais quand même content, et je le suis toujours, d'avoir fait ces 5000 km et quelques à vélo à l'âge que j'avais en 2011. C'était en traversant le désert par 47 degrés centigrades à Londres quand il n'y a pas d'ombre. Donc le vélo avait sa place. Là, en fait, beaucoup moins. C'est-à-dire, je dis au début que je pars à vélo, parce que je pars à vélo. J'en parle une fois. Et puis c'est pareil, j'ai adoré la traversée des États-Unis à vélo, y compris par rapport à tout ce que vous dites. Sur la contemplation, le fait de
ce qui était devenu là encore une équation, réduction d'équation, c'est-à-dire quand on pédale, je suis dans le paysage, et puis Jack London est comme une femme, le comme tombe, je suis dans le paysage, le dans tombe, et c'est je suis le paysage, et la sensation, à force d'être dans le paysage, la sensation d'être le paysage. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais découvert en 2011, et dans cette espèce de dilatation merveilleuse du temps, voilà, qui est quand même 5 semaines. Enfin, c'est pas compliqué en même temps. Il suffit, je l'ai dit, je le redis, c'est voilà, je faisais 100 miles par jour, je fais 150 km, et ici 160, c'est... Non, mais vous pédalez 5-6 heures par jour, je veux dire, la journée, elle dure 24 heures, je veux dire, vous avez 18 heures pour faire autre chose. Donc c'est... Bon, après, il faut avoir la chance d'avoir un corps qui vous permette de le faire à répétition, ce qui est la chance que j'ai. Et donc, là, j'ai recommencé. Donc, en fait, je le cache pas, mais je suis hyper content d'avoir pu refaire en 2016, un âge encore plus avancé, les 5000 km dans l'autre sens. Mais c'était un peu moins bien pour une raison simple à comprendre, qui est une raison géographique. C'est que, je ne l'ai pas écrit comme ça, mais... je crois pas en tout cas, mais c'est que en fait, j'ai commencé par le dessert. C'est-à-dire que en traversant d'est en ouest, d'abord j'ai traversé l'est, Massachusetts, l'État de New York, Massachusetts, tout ça, l'Ohio, c'est pas renversant. Après, quand vous passez une semaine entre des rangées de maïs, vous en gardez quand même une empreinte. En plus, j'ai l'impression d'être dans la mort aux trousses, donc je me prenais pour Cary Grant, c'était très bien. Et puis, mais après, on arrive sur le plateau du Colorado, les Rocheuses, et là, ça devient quand même magnifique. Passer des cols à vélo qui sont à plus de 4000 mètres d'altitude, ça, c'est pareil, c'est gratifiant. Et après, vous êtes sur les hauts plateaux, dans le désert, comme je vous disais. Donc, plus ça allait, plus c'était génial à vélo. Là, c'était l'inverse. C'est-à-dire que j'ai passé les Rocheuses au début, et il y a eu une étape, notamment, qui était absolument somptueuse, ce que les Canadiens appellent... Icefield Parkway, la promenade des glaciers, donc c'est 200 km où vous roulez, les glaciers descendent quasiment jusqu'à vous, quoi. D'ailleurs, il y a 100 ans, ce qui prouve qu'il y a 100 ans, à l'époque de Jack London, vu le recul auquel on assiste aujourd'hui, qui est d'ailleurs quand même un truc assez phénoménal, les glaciers devaient être sur la route, donc je pense qu'il y avait qu'un chemin, je ne sais pas comment ça marchait. Bon, moi, je l'ai fait en 2016, donc ça allait. Et là, j'ai parlé de vélo. Après, la province du Saskatchewan, il y a l'Alberta, la Saskatchewan, c'est très beau. C'est des prairies, c'est terriblement monotone. Mais moi, j'aime la monotonie, donc quand je trouve de la beauté, c'était très beau. Alors après, par contre, Manitoba, Ontario, je veux dire, il y a quand même, pour finir, il y a plus de 2000 km qui sont pas terribles. Donc dans ce sens-là, c'était du point de vue de vélo, c'était un peu moins bien. Et donc, du coup, je parle moins. C'est une des raisons pour lesquelles je parle moins de vélo. Mais en plus, c'était pas le sujet. Moi, je l'ai fait à vélo parce que ça me plaisait de le faire à vélo et que je trouvais que ça correspondait à l'esprit du livre et que dans mon esprit, les deux livres sont comme les deux volets d'un diptyque, les dernières nouvelles du Martin Pêcheur et un autre Éden. Donc ça nécessitait de le faire à vélo. Voilà la place de cet enjeu. Pour en revenir justement au rapport de Jack London et de ses filles, donc Becky et Joan, je me permets peut-être... John et Becky. John et Becky, pardon. John est l'aîné. Oui, c'est un chapitre... Oui, pardon, excusez-moi. John et Becky, excusez-moi Bernard Chambas. Le ciel était donc à la neige quand j'ai lu cette lettre éblouissante de Jack London à ses filles, où il m'est apparu à contre-emploi, mais si bon dans le rôle, alors que la notion de genre n'occupait pas encore le théâtre de nos émotions. Les filles... Vous allez devoir décider quelle couleur chacune d'entre vous désire pour ce tissu. Assis sur la balancelle de sa véranda à l'ombre d'un banyan, les jambes à l'air dans sa jupe de raffia, il écrit au fil de la plume. Il semble ainsi accorder à ses filles le droit d'en choisir la couleur. Elles ont à peine le temps d'hésiter entre un vert anis, Becky, et un jaune paille, Joanne. Il leur précise aussitôt qu'il a ce qu'il faut de ce tissu en couleur blanche. Elles ne savent plus quoi lui répondre. Le détail m'avait échappé, la légèreté m'apparaît soudain un peu moins légère. Il assure, et je le crois sur parole, qu'il les a aimées
dès leur premier souffle. Il va jusqu'à leur écrire que son amour paternel est supérieur à son amour pour les femmes. En fait, il ne s'est jamais vraiment remis de cette séparation imposée par le divorce qu'il a voulu sans le vouloir. Et rien ne lui aura davantage serré le cœur que de ramener les filles chez leur mère quand l'après-midi de fête était terminé. Et puis, la logique de sa vie l'a emporté longtemps au loin. Il ne suffisait pas d'offrir un bel album et d'écrire sur la page de garde « À ma chère fille » avec le cœur plein d'amour de la part de papa. Simplement, il n'a pas mesuré ce que cet éloignement signifiait pour ses enfants, surtout pour Johanne, qu'il a conçu comme le fiasco d'un conte de fées. Alors, il a fait ce qu'il savait faire. Il leur a écrit. Il leur a écrit des lettres, souvent brèves, parfois rudes, jamais désinvoltes. En envoi, il alternait câlins, baisers, sincèrement, affectueusement, très affectueusement, beaucoup d'amour, avec tout mon amour, ou simplement papa. Pour dire cette proximité qu'il a avec cette part justement. Alors il y avait en effet cette part. Donc c'est un livre que vous avez souhaité donc centré autour des femmes. Vous l'avez un peu dit, Bernard Chambas. Ça a été un petit peu pas le défi, mais enfin un peu l'angle d'attaque de ce roman. C'est un roman. Il faut bien dire qu'il y a des parts. Oui, c'est un roman. C'est pas une biographie romancée. Non, c'est pas une biographie romancée. Oui, je vous remercie. Non, je vous remercie. C'est un roman, ne serait-ce que c'est une biographie romancée. Si j'avais voulu écrire une biographie romancée, Martin n'y aurait pas eu sa place. Ça c'eût été indécent. Donc c'est pour ça que c'est un roman. Et encore une fois, les femmes se sont imposées. Ça a été après dans les livres que j'écris, dans la trajectoire, dans des livres que j'écris, j'essaye aussi, je me rends compte et je vois de rendre grâce aux femmes de ce qu'elles sont, en général, de ce qu'elles ont été dans la vie de mes héros. Et là, c'était l'occasion. Pareil. Encore une fois, sa mère est un personnage extrêmement particulier. Moi, ce qui me touche énormément chez sa mère, parce qu'il lui a quand même joué. Franchement, j'aurais pas aimé avoir une mère pareille. Elle était rêche, elle était ingrate, elle n'était pas affectueuse. Après, une mère n'est pas non plus forcément obligée d'être affectueuse aussi, mais de montrer son affection. Puis surtout, c'était il y a plus d'un siècle. Mais elle n'était pas marrante. Ces petites filles, d'ailleurs, les filles de Jack, on dit qu'elles étaient vraiment pas marrantes. Alors qu'elle a les deux petites filles, c'est pardonnez cette trivialité, des nanas vraiment extraordinaires jusqu'à il y en a une qui a vécu jusqu'à 70, l'autre jusqu'à 90 ans, et elles sont assez extraordinaires à leur façon jusqu'à la fin. Ça aussi, ça a beaucoup touché. Donc, et elle a trouvé la grand-mère, alors vraiment pas terrible. Mais ce qui m'a touché en elle, d'abord, c'est que c'est pareil, c'est jamais facile d'avoir un fils qui est romancier, qui écrit des livres, et c'est pas qu'il en disait pique-pendre, mais c'est sa mère, il en profitait, et mourait dans une nouvelle sur deux qu'il écrivait. Donc la mère de Jack London, elle est morte d'une crise cardiaque, elle est morte d'une crise de phtisie, elle est morte dans un accident. Elle lisait les trucs de son fils, elle mourait tout le temps. Donc je pense que ça l'a aussi un petit peu agacé. Donc ça, c'est une chose. Et lui, dans un certain nombre des livres qu'il a écrits de caractère autobiographique, parce qu'il y avait des choses autobiographiques, d'autres qui ne l'étaient pas, il faisait plutôt preuve de sévérité. En même temps, ça n'empêchait pas quand il dédicaçait, parce que j'ai vu, ce que je vous dis là n'a strictement aucun intérêt quand je vous dis que j'ai beaucoup travaillé pendant 3 ans, mais j'ai pas lu que le petit livre des lettres. Après, j'ai lu toutes les lettres de Jack London en anglais, en achetant la correspondance de toute la correspondance de Jack London. Franchement, je le connais pas mal maintenant. Et sa mère, elle
j'ai vu aussi des éditions originales de livres qu'il a dédiés à sa mère. Donc il lui mettait ton fils aimé ou ton fils aimant. Enfin, c'était le... Voilà, il mettait des jolies dédicaces à sa mère, quoi. C'était pas un chien, au contraire. Et elle, en plus, ce qui est frappant, c'est ça, qu'elle n'était que la mère de Jack London. C'est-à-dire que, comme femme, en quelque sorte, elle n'a pas pu s'accomplir. Je suis touché, moi, par le drame, en quelque sorte, de la vie de cette femme. Et autant elle a été la mère d'un des plus grands écrivains américains du XXe siècle, mais elle n'a pas été vraiment, enfin, ni Flora London, elle s'appelait Flora, ni Flora Wellman, qui était son nom de famille. Oui, son nom de famille. Et voilà, ça, elle n'a pas eu ce bonheur-là. Donc, ça fait partie des détails aussi qui m'ont touché. Vous écrivez, elle survit à Jack 5 ans, la mort de son fils la laisse désemparée et plus que jamais la mère du grand écrivain. Peu à peu, elle se réconforte avec l'idée qu'il lui doit une carrière littéraire tellement plus enrichissante que sa lubie des bateaux, et qu'en son fort intérieur, il l'a davantage aimée qu'il n'a bien voulu le montrer. Elle prétend qu'elle le voit et lui parle tous les jours, grâce à l'entremise de plumes. Elle vieillirait tranquillement si l'arthrite ne l'empêchait de coudre et de jouer du piano, et si sa vue ne baissait au point de la priver de ce pouvoir de lire qui sauve le grand âge d'une désolation implacable. À sa mort, une gazette locale mentionne les encouragements qu'elle a prodigués à son fils avant qu'il ne soit célèbre. Rien d'autre. Comme si elle n'avait été que la mère de Jack London, comme si Flora Wellman n'avait pas existé. Ouais. Alors, vous voulez peut-être ajouter quelque chose? Bon, non. Enfin, non, juste dire, elle faisait tourner les tables. Hein, elle gagnait un peu quelques dollars comme ça de temps en temps. Mais c'est pareil, c'était fréquent à l'époque. Enfin, pas que les tables tournent, mais que des gens prétendent les faire tourner. C'est vrai qu'on découvre, en effet, je l'ai dit d'entrée de jeu, et vous avez donc lu et relu Jack London pour écrire ce livre, mais on découvre un peu l'importance qu'il a dans la littérature, notamment les premiers textes, ses premières lectures aussi. Alors, il y a une référence à Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, qui est en effet parmi ses presque premières lectures, ça je ne sais absolument pas, en quoi peut-être Conan Doyle a eu, peut-être pas une influence sur lui, mais enfin en tout cas, c'est peut-être... Si, sûrement. Enfin, je pense que Conan Doyle a eu une influence sur lui. Mais tous, nous qui sommes écrivains et vous qui êtes lecteurs, enfin, je veux dire, les livres qu'on lit nous influencent forcément, plus ou moins. Et ouais, lui, en plus, c'était un grand lecteur, mais il est parti pour vous donner, parce que Conan Doyle, bon, c'est très très bien, et il y a des points communs, et en plus des points communs sympathiques avec Conan Doyle, y compris notamment le goût de la boxe, le goût des sports. Enfin, Conan Doyle était un grand sportif, j'ai découvert ça, et donc ce qui me le rend immédiatement sympathique, à tort ou à raison. Et bon, ils avaient un goût particulier pour la boxe, et aussi un goût particulier dans l'écriture, c'est-à-dire l'idée que pour bien écrire, il fallait que l'écriture soit simple comme un bon coup de poing, quoi. Il comparait la qualité d'une phrase avec la qualité d'un uppercut. Donc ça, c'était amusant. Après, je peux vous dire, parce que je parle que d'une, parce que là aussi, quand on écrit des livres, il y a tout un travail d'effaçage. Enfin, comment faire en sorte d'effacer tout ce qu'on a pu lire, apprendre, sinon après ça deviendrait illisible à la longue. Mais quand il part, il s'engage la première fois qu'il s'en va après son enfance, il a 16 ans, il s'engage pour une campagne de pêche, donc de 6 mois dans le Grand Nord, la chasse aux phoques. Et il emmène dans ses bagages, pas moi qui l'invente, hein, c'est vrai, je parle d'un roman qui est Anna Karénine. Donc il emmène quand même Anna Karénine de Tolstoï. Je veux dire, c'est un gros truc, c'est la Russie, c'est pas rien. Et il emmène pas seulement, alors ça je le dis pas, justement pour pas alourdir, mais par exemple il avait emmené aussi Madame Bovary. Donc c'est quand même marrant. Il emmène des romans
qui sont des héroïnes, et dont, avec des écrivains qui ont donné des noms de femmes au titre de leurs romans, ce qui ne court pas non plus spécialement les rues au XIXe siècle. Et ce qui... Ben, je veux dire, tout ça a concouru de manière plus ou moins, pas confuse, mais comme une nébuleuse à cette idée, ce que vous disiez au début, pour moi, de développement de ce postulat ou théorème, comme vous voulez, de départ de Jack London comme une femme. Et juste un mot pour dire, parce qu'on parlait de la mère, un mot pour dire qu'il a une nourrice. Et là aussi, une nourrice, Jenny, une nourrice noire. Et c'est pas non plus n'importe quoi. Pourquoi elle est, on pourrait presque le deviner, pourquoi elle accepte d'être sa nourrice? Parce que dans la maternité, où il naît, je veux dire, le jour où Jack naît, elle a une enfant mort-née. Donc elle devient la nourrice. Elle s'attache beaucoup à lui et c'est une femme incroyable aussi, formidable. Et d'ailleurs, c'est très touchant aussi. C'est-à-dire que la mère et la nourrice vont finir leur vie ensemble dans la même maison. Et alors, moi, j'ai toujours entendu dire, parce qu'il y avait ça aussi, c'était Jack London est machiste, c'est un sale machiste. Même si maintenant tout le monde tend à le devenir un peu légèrement, mais bon, voilà, on dit Jack London macho, Jack London raciste. Effectivement, il a eu un certain nombre de phrases, de propos qu'il aurait mieux fait de les garder, enfin pas de les garder pour lui, il aurait mieux fait justement de ne pas les avoir en tête. Mais disons, d'un côté, il exprime une forme, appelons ça de racisme, ou de conception raciale et de la soyons clairs, c'est de supériorité de la race blanche sur la race noire. Mais archi commune dans le monde en général et aux États-Unis, oui, à la fin du 19e siècle et au début du 20e. Mais d'un autre côté, il a cette nourrice à laquelle il voue un véritable amour filial. Et il a, dans l'exemple de la boxe, c'est tout à fait intéressant, il va suivre comme journaliste le championnat du monde de boxe qui se déroule à Reno, Nevada, en 1910. Alors, et en plus, c'est extrêmement touchant parce qu'il y va avec la bénédiction de sa femme Charmian, une autre femme extraordinaire, au lendemain de la mort en couche de leur petite fille, qui s'appelait Joy. Elle a juste eu le temps d'avoir un prénom. Elle est morte. Finalement, il la laisse, mais elle lui donne sa bénédiction pour qu'il aille couvrir le championnat du monde. Et donc, donc deux choses. Premièrement, il couvre ce championnat du monde, donc c'est un noir contre un blanc. Jack Johnson, le grand champion noir, contre, je crois qu'il s'appelait Jeffries, un Australien, un beau fermier blanc contre un magnifique athlète noir. Et au début, Jack London, il est pour le fermier blanc. Et il est totalement conquis en 10 jours. Et on voit le glissement dans les articles, quand vous les lisez à la suite. Il est conquis par la beauté, l'intelligence, le charme du boxeur noir. Donc il a cet esprit ouvert. Et en même temps, je lisais, parce que malheureusement, je suis peut-être un peu plus doué, mais je dis bien malheureusement que d'autres, pour le percevoir, j'ai vu dans ces articles ce qui était l'écho malgré tout de cette tragédie qu'il venait de vivre. C'est rien, c'est vraiment un mot par-ci, un mot par-là, mais ça, on le sent aussi. Et bien évidemment, je m'y attendais pas. En plus, je le savais pas du tout au départ, et j'ai rencontré ça pas en cours de route à vélo, j'ai rencontré ça en cours de travail dans les 3 années qui ont suivi, et ça m'a aussi beaucoup touché.
Vous venez d'évoquer son activité de journalisme, enfin de correspondant, parce qu'il y a aussi il est correspondant de guerre, il part en Corée à un moment. Mais il a cette capacité aussi à rebondir et à s'adapter aux situations. Enfin, c'est un peu comme ça qu'on peut le lire. Hein. Enfin, à un moment, par exemple, il part faire un reportage. Alors, vous évoquez Le peuple de l'abîme, hein, donc un texte. Un bâton de dynamite, oui, avec Le peuple de l'abîme, Jack London explose le cadre de la littérature. D'une certaine façon, le livre revient de loin. Jack était parti pour un reportage en Afrique du Sud, au terme de la guerre des Boers. La commande tombait à point pour acquitter ses dettes. Parce qu'il y a une question d'argent, souvent il court après. Mais à la descente du train qui l'a conduit sur la côte Est, il reçoit un télégramme qui annule le contrat. Jamais à court d'idées, il nourrit sur le champ le projet d'un autre voyage, moins lointain, mais tout aussi insolite. Une plongée sans précédent dans les bas-fonds londoniens. Dès lors, il n'a plus qu'à convaincre son éditeur new-yorkais. Séduit par l'enthousiasme de ce jeune homme de 26 ans et par le parti qu'il peut tirer d'un auteur en pleine ascension, harnaché d'un appareil photo de poche à soufflet, l'éditeur lui accorde un blanc-seing. Explorer une contrée méconnue, voir de ses propres yeux, en faire le récit, voilà son projet. Dès son arrivée sur les bords de la Tamise, il fonce chez Thomas Cook & Son pour que l'agence organise son périple dans l'East End. Face à la stupeur de ses interlocuteurs, pourtant réputés pour leur circuit aux antipodes et qu'il exhorte à ne pas s'y risquer, car il pourrait y laisser sa peau, il hèle un cab qui le conduit non sans réticence là-bas. Puis bon, je m'arrête là, mais ça va déclencher peut-être, j'en parle parce que c'est un peu un reportage. Oui, ça c'est une autre dimension de lui qui me plaît et qui devrait nous importer à tous. C'est son indignation devant la misère. Et on continue à la constater aujourd'hui et à la déplorer aujourd'hui, parce qu'évidemment personne n'a jamais vu, très, très rarement quelqu'un se réjouir de la misère d'autrui. Donc on est toujours là à la déplorer, on n'arrive toujours pas, il ne s'agit même pas de l'éradiquer, mais à faire en sorte que la misère disparaisse ou diminue très très sensiblement. Et lui attention, il a surjoué à mon avis son enfance misérable. Je ne sais pas si l'enfance misérable de Jack London vous dit quelque chose, mais je pense qu'il l'a surjoué et que c'est comme d'ailleurs son prétendu suicide. Je ne sais pas si vous comptiez en parler, Jean-Antoine, mais il y a la légende à la fois d'un Jack London qui est vraiment un môme pauvre, très pauvre, très misérable, qui a eu cette enfance misérable, et puis d'un type qui s'est suicidé. Or, je reparlerai peut-être du suicide après, du pseudo-suicide, c'est pas un suicide du tout. Je mets ma main à couper, pas un doigt, je mets ma main à couper qui ne s'est pas suicidé. Enfin, je risque pas grand-chose, mais franchement, mentalement, je la mets. Surjouer l'enfance pauvre. Oui, non, sur la misère, c'est-à-dire que donc il va à Londres. Et il écrit un livre, donc Le peuple de l'abîme. Si vous avez l'occasion, je vous le recommande. En plus, il est court et il décrit la misère qu'il voit. C'est-à-dire, sans nous attarder, la police à Londres, en 1902, empêchait les sans-logis de dormir dehors, comme nous y sommes habitués dans les villes. À Toulouse, je ne sais pas, à Paris, en tout cas, c'est impressionnant. Et donc, il les obligeait à marcher. Donc, et lui, il raconte ça. Donc, les pauvres, ceux qui n'avaient pas de domicile, marchaient toute la nuit. D'ailleurs, de là vient l'expression aussi porter la croix et la bannière. Ils portaient la bannière toute la nuit. Ils dormaient debout, comme des animaux, comme des chevaux. Donc, il y a ça. Il raconte aussi de comment dans les familles on faisait quand un enfant mourait. Dans la journée, le cercueil était pas le cercueil, justement en attendant d'avoir assez d'argent pour avoir un cercueil, le petit défunt était sur la table de la pièce unique. Et puis la nuit, comme il n'y avait pas de place assez, il y en a un qui dormait sur la table, on le mettait dans le garde-manger. Il raconte aussi comment on faisait
la queue à l'hospice pour avoir une place dans l'asile de nuit, justement pour pas tourner comme ça toute la nuit debout. Que il fallait la queue des heures et des heures et des heures. Et évidemment, comme dans les asiles, c'était une charité hypocrite et un peu intéressée. En échange de cette nuit, de cette simple nuit, on les faisait travailler ensuite 24 heures à casser des cailloux, à filer des cardans, etc., etc. Donc lui, il raconte ça dans ce livre, et je pense que ça a gardé une force extraordinaire. Alors, en plus, il y a cette chose formidable. Au milieu du livre, il assiste quand même à la cérémonie du... Ah oui, ça, c'est vachement intéressant. Enfin, excusez-moi, je trouve. La cérémonie du couronnement du roi d'Angleterre, qui doit être, je ne sais plus, c'est quel Édouard, j'ai oublié 7 peut-être. Bon, enfin, le roi d'Angleterre, on est donc en 1902. Il y a la cérémonie du couronnement, donc vous imaginez le carrosse, tout l'Empire, les soldats de l'Empire qui viennent de partout, quoi, d'Inde, des Bermudes, de tous les coins de l'Empire britannique. Tout ça chamarré, une richesse incroyable, et il assiste à cette espèce d'ébauche de richesse, et il y assiste d'ailleurs au milieu des pauvres, avec les pauvres, qui, dit-il, il s'en étonne, crient aussi des hurrahs, c'est-à-dire la manière dont, déjà à cette époque, disons, les gens écrasés par le malheur pouvaient être séduits par les mariages des princes. Oui, donc en fait, puisqu'on parle on parle d'un livre de Jack London, Le peuple de l'abîme. Bernard Chambaz, vous évoquez bien sûr ces grands, L'Appel de la forêt, Cro-Blanc, un peu tout, Martin Eden, bon, tout son œuvre. Quel est un peu le livre un peu le plus marquant, peut-être, si tant est qu'on puisse répondre comme ça brièvement, mais c'est pas évident peut-être comme question. Mais si on devait commencer si on devait découvrir Jack London. Vers lequel on va? Il y en a plusieurs. Enfin, il y a plusieurs registres. Après, il faut savoir ce qu'on cherche. C'est-à-dire, Le peuple de l'abîme, vous avez quelque chose de formidablement social. C'est toujours pétri d'humanité. C'est ça que j'aime énormément chez lui. Et après, c'est pas le plus grand styliste non plus. Je veux dire, moi, par exemple, je préfère Melville. Vous parlez aussi. Oui, alors qui lui tient la main, ou Conrad. Mais lui, il a, même par rapport à Melville et à Conrad, enfin, surtout par rapport à Conrad, Melville, il a aussi cette humanité. Mais lui, il a une humanité plus, je dirais, plus moderne, plus proche que nous, que celle d'Herman Melville et de Moby Dick. Et donc, il y a toujours cette humanité. Alors, côté versant social, il y a Le peuple de l'abîme. Après, Cro-Blanc est un livre qui reste magnifique. Hein, c'est pas seulement pour les enfants. Martin Eden est sans doute le roman qui lui ressemble le plus, à l'exception de la fin, la fameuse fin du suicide, parce que je suis persuadé qu'il aimait trop la vie, lui. Enfin, faut pas le confondre avec Martin Eden. Jack London, c'est pas Martin Eden. Donc, même si l'histoire de Martin Eden ressemble à celle de Jack London. Donc, voilà, c'en est un troisième. Après, il y a un petit livre il y en a deux. Enfin, je pense à Une tranche de steak qui a été publié, un tout petit livre qui a été publié, je crois, aux éditions Libertalia, et qui raconte un combat de boxe. Et c'est bouleversant. Enfin, il n'y a pas besoin évidemment des mégabox pour ça. C'est bouleversant. Et puis il y a peut-être celui que je trouve pour ma part je sais pas. Vous voyez, vous m'en demandez un, j'en suis déjà à 5. C'est John Barleycorn, c'est-à-dire dans lequel il raconte les problèmes qu'il a eus avec l'alcoolisme. Et c'est un livre dans lequel, justement, qui est dédié aux femmes, encore une fois, je ne m'y attendais pas non plus, et dans lequel il dit « les femmes nous sauvent, ce sont les femmes qui nous sauvent ». Et dans lequel il raconte
des vrais, c'est pas romancé, des vraies scènes de son enfance, des vraies anecdotes de son enfance, et notamment les premières fois où il a été ivre, c'est-à-dire à 5 ans et à 8 ans, mais bon, si vous avez l'occasion de lire, enfin, je veux dire, c'est pas par goût, évidemment, jamais, c'est les circonstances qui font qu'il est amené à boire une fois de la bière, une fois du vin, et je trouve que c'est sans doute du point de vue du style le plus beau. Puis il y en a un autre, un roman, si vous aimez les gros romans, que j'aime particulièrement, qui s'appelle Radieuse Aurore en français. Enfin, je dis ça en français, mais je les lis en français aussi, parce que les romans en anglais, pour moi, c'est un peu compliqué. Enfin, j'ai pu travailler en anglais, Dieu merci, sur les archives, les lettres et tout, mais les romans, c'est un peu trop compliqué pour moi. Donc, Radieuse Aurore, c'est notamment toute la première partie. Enfin, mais j'aime tout, mais la première partie qui se passe dans le Grand Nord, donc où il est parti là, à 18 ans, comme il a passé un hiver là-haut. C'est assez génial aussi. Et c'est un beau roman. Ce qui est très réussi dans le livre, c'est en effet ces évocations où vont se retrouver Jack London et votre fils Martin. Ils se rencontrent. C'est un livre du côté de la vie, hein, c'est un livre de joie, c'est un livre qui donne la pêche. Hein, voilà, je vous le dis, Bernard Chambaz. Et je vous ai lu en fait comme vous écrivez des romans, donc c'est un travail bien sûr sur le temps, sur la mémoire, il y a un côté je me souviens de Pérec, vous en parlez à un moment donné, mais c'est aussi un livre qui pour laisser des traces, pour faire revivre, pour finalement donner un peu une dimension illimitée, faire revivre. On voit votre fils Martin cheminer avec Jack, ils discutent ensemble, ils sont sur le bord de la route. Enfin, il y avait dès le commencement de l'écriture cette volonté de justement, c'est pas évident à construire et à imaginer quoi. Non, alors je me souviens, et il se trouve que je ne le savais pas, c'est la devise du Québec. Donc moi je me souviens, je l'ai vu en roulant, j'ai toutes les bagnoles qui me doublaient. Et je voyais après derrière sur les plaques minéralogiques, je me souviens, je me suis dit, Pérec a des émules ici. Donc voilà, après, au bout d'un moment, j'ai compris que c'était pas Pérec, mais c'était. C'est eux. Voilà. On parle de Pérec, mais c'est vrai que c'est la devise. Non, mais bon, évidemment, tout le monde. Ça, c'est la puissance de la littérature. Ça, c'est le génie d'un type comme Georges Perec. Voilà, je me souviens. Voilà, on pense Pérec. Ça, c'est merveilleux. Donc après, moi, sur le. Ouais, j'avais l'idée, donc c'était le point de départ, l'idée de rencontre entre Jack London et Martin. On les voit plusieurs fois et comme j'ai imaginé les voir et vraiment, c'est venu assez naturellement. Après, j'ai pas voulu en faire trop. J'ai pas voulu que ça prenne trop de place non plus dans le livre, dans le roman, parce que je me suis dit qu'à partir d'un moment... Vous savez, tout ça, c'est quand même beaucoup des questions de... Vous devez vous rendre compte comme lecteur aussi des questions d'équilibre. C'est-à-dire, vous, en lisant, c'est d'intuition, vous reconnaissez ou vous ne reconnaissez pas, ça dépend, hein, cet équilibre, enfin, je veux dire, ou l'équilibre qui a été trouvé vous convient ou vous convient pas. Et vous, quand vous lisez un roman... je sais pas, ça vous prend 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, etc. Moi, ça m'a pris à peu près 3 ans à écrire, alors que je fais plus que ça. Hein. J'ai fait longtemps que je suis plus professeur, donc j'ai tout mon temps pour le faire et j'y consacre tout mon temps et toute mon énergie. Donc voilà, je voulais pas que ça fasse trop. Cela dit, il y a des choses aussi, il y a tout un chapitre où ils sont tous les deux. D'ailleurs, ils ne sont plus que tous les deux après. Mais il y a tout un chapitre, vous voyez comme les choses s'entretiennent. Et ça, je ne l'avais pas prévu à l'avance. C'est venu en traversant le Canada. Moi, ça allait. Ma femme commençait à trouver le temps un peu long. Et il faut dire, elle m'attend beaucoup quand même. Parce que je pédale le plus vite possible. Mais bon, c'est... Ouais, bon, mais... Et après, on est arrivé, déjà on avait fait ce que je vous disais tout à l'heure, toute la plus belle moitié, on avait commencé à faire une partie de la suivante qui était un peu moins bien dans le Manitoba, et là on arrivait le long du lac supérieur. Donc on longeait le lac supérieur.
Et il y en avait, pour longer le lac supérieur, il y en avait pour 750 km. Donc 750 km, ça représentait quand même 5 jours de vélo. Vraiment ingrat. Et alors que jusque-là, il n'y avait pas de voiture, ou que je pouvais prendre des routes au plus près de la frontière dans lesquelles, effectivement, on croisait une voiture tous les quarts d'heure. Donc ça, c'est... Moi, je m'en fous, mais pour ma femme, la voiture, c'était très très bien. Et là, en revanche, voilà, c'est la transcanadienne, il n'y a plus que cette route le long du lac supérieur. Et donc, j'ai eu l'idée, je me suis dit, ils font ça au Tour de France, je vais faire pareil. Donc, j'ai neutralisé le lac supérieur, mais j'aurais pas osé le neutraliser si je n'avais pas trouvé, comment dire, une justification littéraire. Et la justification littéraire, je me suis dit, en fait, c'est impeccable. C'est Jack London et Martin vont le faire pour moi, donc ils vont traverser le lac supérieur en canoë. Donc, voilà, voilà pourquoi aussi c'est un roman. Donc, ils construisent, on les voit au début du chapitre, ils construisent un canoë, ils montent dans le canoë, ils traversent le lac supérieur en canoë. Ils rencontrent des îles que moi, j'ai vues que sur la carte. Et voilà, ils se racontent des trucs, et c'est... Moi, j'étais heureux. Oui, il y a votre amoureuse qui est là, vous êtes tous les trois, mais même à le dialogue avec Martin, à un moment donné, mon amoureuse le revoit, donc ça c'est Martin, votre fils, ainsi le soir où ils étaient allés voir tous les deux Cro-Blanc au cinéma, dès la fin du... Allez-y. Oui, ben ça c'est les souvenirs, c'est-à-dire que quand voilà, le roman parle de Cro-Blanc, sur la base du souvenir que... voilà, ma femme y était allée avec Martin, probablement ses deux frères aussi, mais là, en l'occurrence, il s'agit de Martin, voir le film. Donc, voilà, c'est aussi une manière de le revoir. Vous savez, d'ailleurs, je l'ai trouvé assez vite, et j'avais 3 exergues au début du livre. Donc, j'avais 3 exergues au début du livre, et celle que j'en ai gardé qu'une. Les 2 autres étaient vraiment bien. Elles m'ont accompagné quasiment jusqu'à la fin. Il y en avait une de Richard Ford et la 3e, je ne me rappelle plus. Mais j'ai gardé que celle de Delteil, tellement elle me paraît tout dire en 2 lignes. Et en fait, c'est l'exergue que lui-même avait mis à un roman qu'il avait écrit qui s'appelle Les Poilus, et qui est la suivante, c'est « Aux morts pour qu'ils vivent, aux vivants pour qu'ils aiment ». Et je trouve que voilà, tout est dit en 2 lignes, c'est bien. Vous allez me dire après pourquoi j'ai écrit 300 pages, mais j'ai écrit 300 pages en quelque sorte pour illustrer ces 2 lignes. Finalement, Joseph Delteil, c'est un peu comme Jack London, c'est un écrivain peut-être un peu oublié, enfin je sais pas, un peu méconnu. Totalement oublié. Qui connaissent bien sûr, mais bon. Oui. Pour moi, c'est un très grand écrivain, mais ça fait partie de ces écrivains du XXe siècle qu'on tend à oublier aujourd'hui, malheureusement. Jacques Audiberti, par exemple, voilà. si vous le citez. Oui, Audiberti, je le cite un moment. Oui, Audiberti, il emploie un mot, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. On devient prudent. Alors, je l'ai mis entre guillemets pour dire ma dette à Audiberti, mais il parle en termes très beaux d'une femme en disant une gonzesse. Mais, si aujourd'hui j'écris une gonzesse et que quelqu'un de malveillant tombe sur ce mot dans mon roman, je vais me faire couper en morceaux. Donc voilà, là aussi, la manière dont en quelques décennies s'est décalé un peu le regard qu'on peut porter sur le langage. Et c'est la même, oui, Delteil, Audiberti, il y a comme Georges Limbourg, enfin j'en parle pas là, mais un très beau livre, La pêche au mérou. On les lit même plus. Mais ouais, j'en parlais tout à l'heure avec Christian Torel. Même, on lit plus Claude Simon. Voilà, qu'est-ce qu'on lit et qu'est-ce que les jeunes lisent aujourd'hui? Voilà, il y a peut-être ce qu'on a de plus classique aujourd'hui. D'ailleurs, c'est très bien. Un écrivain pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est Modiano. Mais voilà. Mais il y a tout un pan de la littérature française qui effectivement tend à être oublié.
C'est à propos de Charmian, c'est ça, une des femmes, c'est son... La femme. Ça, la femme, la grande, enfin, oui. La femme, excusez-moi. Oui. Enfin, il en a eu deux, mais c'est celle qui a vraiment... Enfin, c'est pas la mère de ses filles. C'était pas évident au départ, pourtant, la première rencontre, hein, c'est pas comme quoi... Non, toujours... Non, mais moi, j'aime bien les histoires. Enfin, le coup de foudre, c'est magnifique, mais bon, c'est pas... Ça marche pas tous les jours, donc c'est bien d'avoir des histoires d'amour qui commencent pas par un coup de foudre. Charmian qui sera son opérante merveille de gonzesse. C'est ça la fameuse citation. La citation d'Audiberti. d'Audiberti. Parce que le livre est... Voilà, allez-y. Non, je dis que c'est beau, l'opérante merveille de gonzesse. Je trouve c'est très poétique. C'est vrai qu'il y a vous expliquez, il y a un après-propos, vous expliquez un petit peu l'origine du roman, mais il y a aussi les références aux citations que vous intégrez c'était pas évident, ça aussi, habilement, subtilement, qui s'intègrent dans le texte, sans qu'on les reconnaisse forcément, mais on peut jouer au jeu des devinettes, mais c'est... Ouais, alors ça c'est à la fin. Tout à la fin, c'est quelque chose. Alors ça, je ne m'attendais pas. Pour moi, c'est la grande surprise à la fois de mon voyage et de mon livre, de mon roman. Donc après, du coup, il y a un écho qui aura précédé cette espèce de feu d'artifice à la fin. C'est que je suis tombé à la fin à Québec, dans une librairie, sur un livre de Jack Kerouac, qui pour moi, plus ou moins inconsciemment, était le petit frère ou le fils adoptif ou putatif de Jack London. Ils ont quand même 45 ans d'écart. Et donc pour deux frères, ça fait un peu beaucoup. Et ce sont les textes de tout ce que Jack Kerouac a écrit en français du Québec. Et il y a notamment, par exemple, la première version de Sur la route. Ça a été écrit en français. Vous avez 200 pages de Kerouac en français. Et j'ai été mais complètement ébloui, stupéfait, ébloui par la beauté de cette langue. C'est la beauté, l'étrangeté de cette langue. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et Kerouac alors il se trouve dans la promenade en canoë sur le lac supérieur, à un moment, Jack et London et Martin vont rencontrer deux autres qui sont dans deux autres canoës. Et en fait, ces deux autres Jack, qui sont Jack Kerouac et Jack dit John Reed, l'auteur des jours qui ébranlèrent le monde, entre autres choses. Et donc, on a déjà Kerouac qui apparaît, mais il apparaît uniquement parce que je sais qu'il va réapparaître à la fin. Et là, il y a c'est ce que disait Jean-Antoine, c'est-à-dire que à partir d'un moment, j'évoque, sans mettre forcément de guillemets, c'est pas les phrases même de Kerouac, mais c'est des groupes de mots de Kerouac qui sont au milieu des miens, comme j'avais déjà fait une fois en arrivant quelques pages plus haut, en arrivant dans l'État de Québec, là où ça parle français, où je m'étais mis c'est d'ailleurs à moitié français, à moitié anglais, je m'étais mis moi-même à écrire un paragraphe dans ce français du Québec qui a une véritable poésie. Ça, c'est mon point de vue. Je ne suis pas forcément très affirmatif là-dessus, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens profondément. On a commencé avec la poésie d'entrée de jeu, donc finalement la boucle est bouclée. Oui, justement la poésie, parce que c'est un très beau texte, hein, votre roman sur la langue, un travail sur le rythme. Bon, pour vous, vous continuez à en écrire la poésie, c'est toujours quelque chose qui vous faites pas. C'est lié, j'imagine. Oui, je suis pas venu pour faire de la promotion. Un livre, non, mais je dis justement c'est une boutade. Non, mais les poèmes, ça se vend tellement pas. Déjà les romans pas trop, mais donc je suis très heureux. J'ai un recueil de poésie qui va sortir au mois de janvier prochain. Et j'en suis très heureux. J'ai pas l'habitude. C'est un mot que j'emploie jamais,
de dire non, heureux si, mais enfin j'essaye, mais le mot fier, hein, mais c'est un mot que j'emploie jamais, mais là je dirais franchement que je suis assez fier d'avoir la chance de pouvoir publier à la fois de la prose et de la poésie, et je suis conscient des risques que je prends comme écrivain en essayant de, mais je m'en fous. Enfin, je m'en fiche, pardon. J'assume ce risque, c'est-à-dire de la minceur de la frontière entre la prose et la poésie. Et je pense qu'un des grands, pas un des grands malheurs, enfin ou fléaux, comme vous voulez, ou une des pentes malheureuses des livres, des romans qui se publient aujourd'hui, c'est précisément comment dire, l'inintelligence de cette proximité. C'est-à-dire que voilà, de ne pas comprendre que la prose et la poésie, c'est en gros la même chose, que c'est la même souche, et que voilà, qu'il faut. Enfin, c'était il y a. J'ai dit, je ne veux pas faire. Moi, j'avais écrit un petit livre que j'aime beaucoup, d'autant plus qu'il a eu très très peu d'écho, que j'ai publié il y a 2 ans, qui s'appelle 17, pourtant chez le même éditeur, et où j'avais un portrait de Pasternak, qui est l'immortel auteur du Docteur Zhivago, et qui disait que alors justement, ça c'est formidable parce que j'oublie toujours, mais en gros c'est la poésie et la voix de la prose, sauf s'il a dit que la prose était la voix de la poésie. Du coup, à force, je ne sais plus, mais je crois qu'il a dit que la poésie était la voix de la prose. Et je trouve ça tellement juste que en tout cas, je m'abrite derrière personne, mais j'assume ce penchant. On n'a pas parlé de la photo là, qui est sur le bandeau. On sait donc peut-être en dire quelques mots parce que finalement, c'est pas anodin. Alors, le choix. Je peux dire quelques mots. Je vais vous montrer après, mais je peux pas montrer parce que c'est à tout le monde, mais c'est sur mon téléphone. Je l'ai gardé. Enfin, à la limite, ceux que ça intéresse peuvent venir voir. Cette photo-là m'a été imposée par mon éditeur, mais je leur remercie. C'est-à-dire, enfin, j'aurais préféré qu'il n'y ait pas de photos du tout, mais à partir de ça, c'est du commerce. À partir du moment où il y a des photos, il en fallait une. Et je leur remercie de l'avoir choisie parce que elle est belle et surtout, il y a une espèce de complicité amoureuse entre Jack London et sa femme Charmian. En fait. C'est moins pour eux que ça me plaît que pour la complicité amoureuse induite entre ma femme et moi, donc, et ma femme qui s'appelle mon amoureuse en roman. Donc voilà, j'aime bien. Finalement, c'est pas ce qu'il m'a raconté, c'est ce que j'ai compris. Il m'a convaincu avec cette image. Donc voilà, c'est eux sur leur bateau, le Stark. Ils étaient quand même partis. Il était parti pour faire un tour du monde pour 7 ans, mais ça a déjà été une catastrophe de le construire. Ça a été c'est une catastrophe merveilleuse. Il y a eu des très beaux moments, mais il a été incroyablement malade. C'était de maladies tropicales qui l'ont progressivement détruit. C'est de ça qu'il est mort fondamentalement. Alors que moi, j'ai travaillé tout le temps j'ai très vite trouvé une photo de lui que j'adore, que j'avais gardé. Si j'ai la chance d'avoir un jour une édition de poche de ce livre, je demanderai que ce soit la photo que j'avais choisie, avec laquelle que j'avais en esprit quand j'ai travaillé et écrit ce livre, où on le voit on voit Jack London habillé en robe. Voilà, il porte une robe qui est une robe de feuilles de palmier, et je trouve que moi c'est ce que j'aurais mis s'il m'avait laissé faire. Mais bon, ça renvoyait à l'éco-féminité. Exactement, mais ils n'ont pas voulu, donc on a notre mot à dire, mais jusqu'à un certain point. Merci beaucoup Bernard Chambaz. Donc Un autre Éden aux éditions du Seuil, un roman que je vous invite bien sûr à lire. Voilà, écoutez, merci d'être venu à Ombre Blanche et merci de votre attention et bonne soirée. Il s'agissait de Bernard Chambaz, auteur de Un autre Éden,
aux éditions du Seuil, lors de sa venue à la librairie Ombre Blanche, mardi 5 novembre 2019. Bernard Chambaz a aussi fait paraître L'Arbre de vie, prix Goncourt du premier roman en 1993, Été, prix Apollinaire en 2005, Dernière nouvelle du Martin Pêcheur en 2014, prix Jouvenel de l'Académie française et Grand Prix de littérature sportive. Parmi ses parutions récentes, on lui doit un essai, Le dernier tableau de Simone Martini à Zauwauki, édité au Seuil, et 10 juin 68, suite pour Gilles Tautin, poème à la mémoire d'un lycéen mort dans la Seine en 1968 et publié aux éditions Créafis.